continuer un peu dans la même démarche, on a souhaité faire témoigner des gens qui ont pris aussi un peu le devant. Et comme il y a déjà des retours d'expérience, on a invité, et autour de moi, j'aimerais réunir effectivement ces gens-là. En matière de maraîchage, effectivement, il y a un producteur de légumes japonais que l'on connaît, mais qui s'est excusé. Mais par contre, là aussi, les modes alimentaires ont changé. Je pense qu'on va être de plus en plus herbivore, c'est ma conviction. Donc il faut se préparer aussi à toute cette gamme de nouvelles générations en matière de légumes. C'est ce que je dis beaucoup aux jeunes étudiants. Moi, je ne suis plus un jardinier agronome, je suis un orthithérapeute, parce que quand les gens sortent du râteau, ils ont pris une bouffée d'oxygène, qu'ils se sentent vraiment gaillards pour retourner au jardin et essayer de respirer l'air et se mobiliser au niveau de la santé. La santé aura beaucoup d'importance, donc je dis qu'il ne faudra pas l'oublier. Donc je vais appeler, donc, au niveau plantes aromatiques, Stéphanie Tanche. Stéphanie, si tu peux nous accompagner. Et puis je veux autour de moi toutes ces dames, vous comprenez. Donc j'ai également au niveau de l'aquaponie Catherine Le Jolivet, partenaire du râteau. Et je voudrais inviter aussi Stéphane Tremblay, qui nous vient de Suisse et qui là aussi rentre un peu dans la démarche que vous avez présentée. Asseyez-vous. Et puis au niveau pépinière, Lionel Erard, qui est un ancien, et qui vous aurez plaisir à entendre. Donc c'est vrai que là c'est juste un témoignage. Dans un bureau cet après-midi, vous pourrez rencontrer ces gens, approfondir un peu vos questions et pouvoir échanger un peu sur toute leur motivation et leur, comment dirais-je, leur ambition de progresser dans leur vision du marché de demain, quoi. Donc, installez-vous. Donc, voilà, si vous préférez rester debout. Ce qui est important, c'est de pouvoir, je pense qu'effectivement, au niveau des modes alimentaires, c'est pour ça que le râteau s'intéresse beaucoup à la panoplie des espèces, à la fois qui sont belles et qui sont bonnes. Pourquoi pas, à la limite, dévorer ces plantes quand on a la possibilité de faire son potager ornemental. Donc c'est dommage, mais c'est à mon avis, c'est une filière qu'il faut observer. Dans la mesure où les gens voyagent beaucoup, ils ont besoin donc d'autres formes de cuisine. Et je vous invite effectivement à aller sur Internet, regarder un peu ce que fait ce japonais, donc qui est installé en France et qui développe la cuisine à partir de légumes japonais. Bon, donc attaquons le sujet avec Stéphanie Tanchon, donc, qui est une productrice qui également de plantes aromatiques, mais qui va jusqu'au bout de son idée et de son produit. Et je vais donc l'inviter à témoigner de son expérience. Bonjour, eh bien, donc moi j'ai choisi de me lancer dans la production de plantes aromatiques et médicinales. Je vais jusqu'au bout du process, en effet, puisque je fais la transformation, donc à la fois du séchage, mais je fais aussi des sirops. Et j'ai lancé cette année la distillation, donc en hydrolat et en huile essentielle, de façon à vraiment aller sur l'ensemble de la plante aromatique. Moi, je me suis installée il n'y a pas très longtemps, puisque je suis installée depuis avril 2013 sur une toute petite surface. L'idée, c'est de produire des plantes aromatiques diverses, mais par contre endémiques. Je suis installée en Drôme des Collines, donc j'ai essayé de trouver des plantes qui s'adaptaient bien au terroir, aux conditions climatiques et surtout à la topographie, puisque c'est pas tout simple de cultiver dans les collines. Voilà. Après, la première année, c'est vrai qu'on a essayé d'échelonner les plantations. Comme je vous ai dit, c'est une nouvelle installation, donc tout en rénovant aussi les bâtiments, puisque la transformation demande aussi une possibilité de transformation avec les différents ateliers. Et donc la première année a été surtout une année d'essai. Ensuite, là, on est sur la deuxième année où la gamme a été quand même beaucoup plus importante.
Alors, on voit des grandes surfaces. Moi, je suis que sur une surface d'un petit hectare. Hein, le maximum, puisque je produis toute seule, le maximum de production pour moi, c'est 1 hectare, sachant que je suis en production bio et aussi avec la transformation, on ne peut pas se permettre d'aller sur des grandes surfaces. Après, je ne sais pas trop que dire, ce que vous voulez savoir. Quel a été votre déclic en fait pour cette filière? Alors, le déclic a été, alors j'ai cherché, hein, je me suis pas mal cherché, hein, donc c'est surtout une évaluation au milieu du travail et la visite de ferme sur le Diois lors de l'opération de ferme en ferme. Là, ça a été vraiment un déclic. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux transmettre à mes enfants et aux voisins, aux personnes qui sont autour de moi. Et pour aller jusqu'au bout du produit, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés pour aller jusqu'à la transformation? C'est une question de compétence, d'être épaulé, et quels ont été un peu les obstacles dans cette démarche de mise en marché? Alors, moi j'avais un diplôme d'aménagement paysager, donc j'étais quand même déjà bien orientée au niveau horticole et agricole. L'avantage, c'est qu'on avait des terrains en propriété aussi. Par contre, les obstacles ont été effectivement de transformer, de produire des plantes que personne ne produit ou très peu dans le secteur de la Drôme des Collines. Du coup, j'ai été amenée à faire un certificat de spécialisation en production de plantes aromatiques. Donc une petite formation de 7 mois qui m'a par contre appris beaucoup et du coup m'a ouvert les portes du réseau des plantes aromatiques où là j'ai trouvé effectivement support technique à la fois pour la production et pour la transformation. Voilà. Et donc vous complétez par d'autres méthodes, c'est-à-dire est-ce que vous faites de la cueillette sauvage pour compléter un peu en matière d'herboristerie ou pas? Alors au niveau de la production, on a échelonné les récoltes. Par contre, il y a quand même des périodes qui sont un petit peu plus creuses. Donc là, on fait effectivement de la cueillette sauvage. Donc je vais cueillir sur des sites qui sont certifiés, hein, comme je vous l'ai dit. Je suis en production biologique, donc vraiment utiliser la nature, mais sans la détruire. C'est l'idée principale. Et du fait, je appuie beaucoup sur le cahier des charges de cueillette du syndicat simple. Donc c'est un syndicat interprofessionnel qui regroupe des producteurs de PAM. D'accord. Donc je vais, donc comme cet après-midi, hein, vous êtes à la disposition du public, donc je vais déjà passer un peu à une autre expérience. Merci. Et on reviendra s'il y a des questions, mais je renvoie quand même cet après-midi un peu des questions plus détaillées. Donc, dans une autre aussi initiative qui est en train de naître, qui concerne les plantes sauvages, donc là, merci à Stéphane Tremblay d'être venu de Suisse et qui travaille également sur la région là en matière, et je vais vous laisser un peu présenter votre entreprise et vous expliquer aussi un peu qui a poussé l'entreprise à s'orienter vers les plantes sauvages. Tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis très heureux de partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Donc peut-être juste pour contextualiser un petit peu les choses et puis vous donner un aperçu de ce qui a initié un petit peu notre démarche en France. Je vais vous faire un petit rappel historique de l'émergence en fait de cette filière en Suisse. Donc on parle bien de l'émergence de la filière des semences indigènes d'origine locale. Donc début des années 90, milieu des années 90, les milieux associatifs, institutionnels, les milieux écologistes se rendent compte qu'il y a une érosion de la biodiversité, notamment floristique, qui est extrêmement importante sur le plateau suisse. Il faut se rendre compte que la Suisse, c'est un tout petit pays de un peu plus de 40 000 km², dont les 2 tiers de la surface sont en fait
occupée par les Alpes. Donc il y a une forte pression anthropique en fait en Suisse, ça implique comme une activité économique, un développement aussi urbanistique important. On se rend compte à ce moment-là qu'en l'espace d'une petite centaine d'années, on a vu une régression en fait des surfaces herbacées diversifiées, des associations végétales de plaine diversifiées qui est extrêmement importante. À partir de ce moment-là, l'Office fédéral de l'agriculture décide de mettre en place toute une série de mesures qui vont permettre en fait de réinstiller de la biodiversité floristique dans ces milieux de plaine. Donc on voit apparaître à partir de ce moment-là, si vous voulez bien, une ordonnance sur la qualité environnementale des parcelles agricoles, qui vise en fait à inciter les agriculteurs à mettre en place des surfaces de compensation écologique pour réinstiller précisément cette biodiversité floristique qui a fortement régressé. De plus de 90% des surfaces ont disparu à ce moment-là. Donc cette politique mise en place par le ministère de l'Agriculture suisse, en fait, qui est une politique incitative qui consiste à subventionner en fait les agriculteurs pour promouvoir la mise en place de ces parcelles. Cette politique incitative, finalement, a permis très rapidement l'émergence de la filière. À ce moment-là, les semenciers que nous sommes, les trois principaux acteurs en Suisse, se sont dit, oula, il y a un marché qui émerge, il va nous falloir produire des semences locales, puisque précisément la législation incite désormais les agriculteurs à mettre en place ce type de surface-là. Voilà, il a fallu à peu près une vingtaine d'années, je dirais, pour permettre aux semenciers de proposer une gamme complète, diversifiée de semences indigènes d'origine locale. On a actuellement en Suisse, me concernant, mais c'est le cas pour la plupart des semenciers, plusieurs centaines d'espèces que l'on travaille, 300 à 400 espèces à peu près. Donc voilà, c'est un marché actuellement, le marché suisse, qui est un marché qui est mûr, qui est mature, qui a émergé. Donc pour continuer un petit peu à recontextualiser en fait, on va contextualiser mon histoire. Dès 2012 en fait, mon entreprise se rend compte que le marché français est en train d'évoluer. Le ministère de l'Environnement et puis le ministère de l'Agriculture mettent en place toute une série de mesures à travers leur stratégie nationale pour la biodiversité, avec toute une série de plans d'action visant à promouvoir en fait les initiatives en faveur de la biodiversité. Et dans le cadre de cette stratégie, un appel à projet est lancé qui s'intitule « Utilisation et conservation d'espèces végétales indigènes, utilisation et conservation durable d'espèces végétales indigènes locales pour développer des filières locales ». Pardon, je m'excuse. Donc mon entreprise répond à cet appel à projet. En même temps, parallèlement, la Fédération des conservatoires botaniques répond également à cet appel à projet, et lauréate aussi de cet appel à projet, et met en place, on a pu le voir dans le cadre de la présentation précédente, met en place un référentiel technique pour promouvoir l'émergence de cette filière. Mon entreprise, dans le cadre de cet appel à projet, a mis en place un partenariat, en fait, avec différents partenaires qui sont un ESAT, donc un établissement social d'aide par le travail qui fait de la réinsertion de jeunes travailleurs handicapés, et c'est un ESAT qui s'occupe notamment de production horticole en Haute-Savoie. Et puis on a associé un autre partenaire en fait pour pouvoir répondre à cet appel à projet, qui est la Société d'économie alpestre, donc qui est une sorte
une plateforme technique, une associative en fait, qui s'occupe de toutes les problématiques liées à la gestion de l'espace agropastoral. Donc, les AT, ferme de Chauzal, producteurs de semences locales en Haute-Savoie, la Société d'économie alpestre, organisme prescripteur, et puis OH Semences, qui est le semencier qui apporte son savoir-faire en fait dans la définition qualitative mais surtout quantitative des mélanges, qui vont permettre précisément la restauration d'espaces de montagne qui ont pu être dégradés ou abîmés suite à des activités anthropiques ou d'aménagement du territoire. Effectivement, c'est quand même important parce que ce thème-là, j'ai essayé d'aborder au râteau depuis quelques années, et c'est vrai que les producteurs ne sont pas mûrs, dans la mesure la demande ne vient pas des producteurs, elle vient des espaces verts, et qu'il faut s'attendre effectivement à ce que les mentalités et les besoins en matière d'aménagement vont être considérablement modifiés. Et c'est vrai que ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on va passer à un autre style de fleurissement, entre guillemets, on le met bien en parenthèse. Ce n'est pas pour concurrencer le fleurissement, mais c'est une nouvelle attitude en matière de... Voilà, complémentaire. Et il ne faut pas voir ça comme, en fait, un ennemi, mais il faut l'accepter comme ami. Et paradoxalement, l'une des actions du râteau validée par le comité scientifique a été axée sur, effectivement, les fleurs sauvages, la fleur sauvage. Et je voudrais dire également qu'on a invité Philippe Béraud-Sudreau de Pépinière Ré, parce que le monde de la pépinière est également touché par la demande actuelle des aménageurs paysagers, qu'il va falloir effectivement qu'on puisse travailler sur des gammes authentifiées, ce qui est peut-être le plus difficile, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contrôlent, mais qu'est-ce qui est défini une plante locale ou indigène? L'Association française des arbres et des haies champêtres a été lauréate aussi de cet appel à projet du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture en 2011 et a travaillé en fait avec la Fédération des conservatoires botaniques sur ces problématiques d'arbustes indigènes d'origine locale. Peut-être juste aussi, pour terminer avec ces quelques rappels, donc en France, on se rend compte que les choses bougent énormément. La France cherche aussi à mettre en place des politiques favorables à la promotion de la biodiversité sous toutes ses formes, pour aussi répondre à la stratégie européenne d'incitation en fait, d'incitation des États membres à mettre en place des politiques volontaristes. Suite à ça, mon entreprise en fait s'est servie de cet appel à projet pour créer un effet de levier en fait, et puis aller chercher des sources de financement européennes pour mettre en place un programme de coopération transfrontalière. L'objectif étant vraiment d'accélérer en fait le processus d'émergence de cette filière-là, en allant chercher en fait des fonds beaucoup plus importants qui vont permettre de soutenir précisément les producteurs et la mise en place d'une production plus importante. L'idée étant d'avoir le plus rapidement possible ou aussi vite que possible une gamme suffisamment complète et puis pour pouvoir aussi offrir une gamme diversifiée pour permettre l'utilisation en fait de ces semences, si vous voulez bien. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, le râteau va être terre d'accueil un peu de cette génétique. Donc, on aura l'occasion effectivement d'échanger et de partager avec les gens intéressés sur ces thématiques liées à tout ce qui concerne les semences sauvages. Mais je m'adresse aussi aux pépiniéristes. On aimerait aussi aller en quête de végétaux, parce qu'il y a des instituts et des institutions aujourd'hui qui feront un peu la loi sur ces marchés-là. Et je crois que l'exotisme va disparaître. D'ailleurs, j'ai reçu un coup de fil d'une anecdote
On m'a dit qu'à Grenoble, il fallait sortir toutes les plantes vertes et il fallait remettre en place dans toutes les décorations des villes que des plantes à connotation sauvage. Voilà, donc il y a des paris qui sont en train d'être levés, donc il faut se préparer. Je crois que la Suisse a été un peu pionnière dans ce domaine avec la Belgique. La Belgique, l'Autriche, l'Allemagne. Voilà, donc nous sommes toujours un petit peu en décalage. Donc Stéphane est à notre disposition, et là, une fois qu'on aura un peu de temps, pour vous présenter un peu tout ce qu'ils ont pu envisager. Mais je me permets donc de passer la parole à donc, une collaboratrice, puisqu'il faut savoir que le Rateau a engagé une démarche aquaponie, maraîchage fleurs, et que grâce un peu à l'initiative de Catherine, aujourd'hui le projet est en marche et c'est à elle que je dois un peu aussi mon rapprochement avec l'aquaponie. Si vous me permettez, je vais me lever parce que je suis prof en fait. Et j'ai l'habitude de parler debout, comme ça tout le monde pourra me voir. Donc je viens de l'EPL de la Lozère, du lycée Louis Pasteur de la Canourgue, situé au sud du département. Et effectivement, c'est une belle rencontre avec Serge et toute son équipe depuis maintenant un an et demi. Alors en fait, l'aquaponie, on en entend de plus en plus parler, c'est de la contraction de deux mots, aquaculture et hydroponie. Alors nos connaissances américaines, canadiennes, etc. pratiquent ce mode de production depuis très longtemps. Moi, j'avais l'âge des étudiants que l'on voit au fond de la salle, il y a quelques décennies en arrière, et on nous en parlait sur les bancs de la fac. Sauf qu'à l'époque, cette association ces coproductions animales et végétales n'avait pas lieu d'être, en tout cas en France. On n'était pas sensibilisé à la préservation de la ressource en eau, aux impacts en fait, des élevages, en particulier de la pisciculture sur l'environnement. Et puis, sans refaire tout l'historique, mais en accélérant beaucoup, effectivement, la directive cadre européenne sur l'eau a quand même durci les choses, les normes de rejet en aquaculture. Alors pourquoi vous parlez de ça? Parce que tout simplement, ça a été la première porte d'entrée. Je suis enseignante en technique aquacole dans un lycée qui traite des problématiques de l'eau, donc BTS Gémeaux, BTS Aquaculture et Bac Pro. Et en fait, on a été toujours, depuis que les formations aquacoles existent, et par rapport à nos missions d'expérimentation et de démonstration auprès de la profession aquacole et des métiers de l'eau, on était à l'interface avec les instituts de recherche, et un jour, voilà, dans les discussions, dans les rencontres régulières que nous faisons avec les filières professionnelles, nous aussi, il y avait une problématique de la gestion des rejets. Et donc, voilà, on a réouvert des fichiers les uns les autres un petit peu enfouis dans le mémoire, et puis est revenu sur le tapis, finalement, ce procédé de valorisation, de traitement et de valorisation des effluents aquacoles par des productions végétales annexées. Alors, sachant que c'est un gros challenge, puisque on était obligé au départ d'intégrer un système recirculé. Donc, le pilote installé là récemment chez Serge est basé dans un premier temps sur une recirculation de l'eau avec un traitement des effluents de poissons. Donc une extraction en partie des excréments et puis un traitement en fait d'un des effluents très dangereux pour la pisciculture, à savoir c'est l'ammoniac, qui est excrété par notamment les branchies. Et donc, au cours du temps, dans ces systèmes recirculés déjà très économes en eau, on constate malheureusement une montée en nitrate et phosphate. Donc dans les systèmes classiques aquacoles recirculés, qui existent par le monde, on réalise régulièrement des sorties d'eau, certes minimes, mais finalement impactantes pour l'environnement. Donc cette histoire d'insérer sur le chemin hydraulique des productions végétales, vous comprenez très bien, je m'adresse à des spécialistes des végétaux, on va prendre en charge en fait ces nitrates et ces phosphates qui s'accumulent au cours du temps. Voilà donc le principe de l'aquaponie. Alors le travail d'aujourd'hui et pour les années à venir, initié certes à la Canourgue depuis fin 2011, début 2012, grâce à l'obtention d'ailleurs d'une décharge de temps en tant qu'enseignante pour m'occuper des expérimentations, sinon j'aurais pas pu le faire, tout ça. On a commencé à réseauter, c'est-à-dire qu'on a commencé à aller chercher les compétences. Donc on avait un partenariat, nous, Aquacol, avec des instituts techniques, l'ITAVI, le CIRAD, l'INRA, depuis quelques années.
n'étant pas lycée horticole, on n'avait que des connaissances purement théoriques, livresques de mes années de fac il y a très 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 longtemps, dans le domaine végétal. Donc en fait, je me suis rapprochée du ministère de l'Agriculture et voilà, chemin faisant, on est tombé sur Serge. Pas par hasard, mais vraiment bien orienté. Donc premier contact il y a un petit moment, donc, en visitant son exploitation, sa station. Et en fait, la mayonnaise a pris, et puis on a créé comme ça une équipe pour monter un dossier de demande de financement, notamment auprès du CASDAR, donc c'est Crédits d'affectation spéciaux pour le développement agricole et rural. Donc en fait, c'est une enveloppe budgétaire allouée par le ministère de l'Agriculture pour mener en fait des programmes d'expérimentation de développement pour à des fins très concrètes de transfert et d'accompagnement en fait des filières professionnelles pour justement innover et mettre en œuvre cette innovation. Donc voilà, c'est parti. Depuis, en fait, le CASDAR a été obtenu en 2013. Nous sommes partis jusqu'en 2016 pour conduire ces expérimentations. Donc je voulais saluer que tout dans l'innovation appartient à l'humain et que l'humain a beaucoup d'importance dans nos travaux et nos relations. Donc le facteur humain reste quand même quelque chose d'essentiel et je voulais te remercier. Et il y a Pierre Foucard cet après-midi qui est là, Pierre, qui pourra éventuellement, qui bosse beaucoup avec nous sur les méthodes et les process. Donc si jamais cet après-midi vous voulez rebondir, vous avez mes deux spécialistes, donc je leur redonne. Par contre, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que demain, je crois que la conception du jardin sera très connectée. Et que le fait de basculer sur des supports qui sont inertes, qui sont carrément arrivés à l'apogée de notre technique, va bousculer, d'après moi, notre façon de travailler le jardin urbain. Et je vois bien avec la nouvelle génération, et là on vous a apporté donc un petit pilote de tours qui pourront servir à la fois pour le professionnel mais l'amateur, et que là il y a une technologie aussi qui va démarrer, et cet après-midi on vous recevra. Et j'ai invité un des partenaires aussi sur Vigro, Éric Dargent, qui est là, qui veut monter aussi son entreprise. Ça bouge beaucoup. À ce niveau-là, il y a des gros projets de ferme urbaine, donc bonjour à l'avenir, qui passe par une nouvelle vie en matière d'horticulture. Ça, c'est important. Alors, si tu permets, Serge, je vais juste rajouter que ce genre de programme expérimental associant des instituts techniques et des instituts de recherche se font au sein des établissements d'enseignement agricole. C'est-à-dire que les étudiants, les élèves sont particulièrement impliqués dans la conduite de ces programmes, font l'objet d'ailleurs de modules de formation. Et on se rend compte en fait que l'association comme ça des animaux et des végétaux, qui est nouvelle pour nous, parce que nous étions que poissons, crée du lien entre les étudiants et les élèves, redonne une certaine motivation. Et donc je pense que c'est important, même on en parlait dans un autre contexte avec Serge, tous ces développements comme ça d'unités associant animal et végétal au sein des villes, mais pas que, en zone périurbaine, voire même en milieu rural, peut être également un levier d'action concernant en fait le tissu social, la nouvelle création de liens sociaux qui au jour d'aujourd'hui sont quand même évidents à redévelopper. Merci Catherine. Donc je suis heureux d'accueillir un ancien élève qui est parti il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui a monté son entreprise qui est en pleine évolution. Donc je vais laisser maintenant le soin à Lionel, les rats, si j'ai bien articulé. Oui, c'est bien ça. À toi Lionel. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de revenir sur Romans. Comme vous l'avez dit, je suis pépiniériste installé depuis une dizaine d'années sur le massif des Vosges. Les Vosges, c'est le nord-est de la France. Massif montagneux, donc installé à 540 mètres d'altitude. Donc une pépinière en altitude, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué qu'en plaine. Il faut bien vous dire et vous représenter les choses, c'est que dans les Vosges, à 500 mètres, c'est comme produire à 1500 mètres dans les Alpes. C'est à peu près 50 cm, 80 cm de neige chaque année, et puis des températures qui sont relativement basses. Donc évidemment, on ne produit pas ce qu'on veut et ça demande une certaine réflexion. Alors, dans cette démarche, je me suis installé il y a 10 ans, je vous disais, sur des sols qui sont granétiques, très acides,
Et je me suis naturellement spécialisé sur les plantes acidophiles. Il y a assez peu de sites en France où on a des sols acides et c'était un peu l'opportunité de présenter des gammes qui soient un peu différentes. J'ai commencé donc à développer des nouvelles collections, alors avec des choses très connues comme les rhodos, les azalées, mais aussi avec des choses un peu plus particulières, un peu plus originales dans les éricacées, notamment les phyllodos, Calmiopsis et puis d'autres curiosités que vous pourrez appréhender sur Internet si vous le souhaitez. Alors produire des gammes originales, ça veut dire qu'il faut être indépendant. Indépendant dans la multiplication, donc en altitude, multiplier, évidemment on pense souvent au chauffage, donc ça veut dire adapter des techniques de multiplication propres et trouver des solutions techniques faciles pour mettre en œuvre toutes ces applications. Vous avez pu le voir dans le diaporama, par exemple, l'installation d'un puits canadien de manière à éviter de chauffer et puis à tempérer un peu les températures dans les tunnels. C'est une initiative qui est expérimentale, un peu audacieuse dans la mesure où c'était assez difficile de quantifier à l'avance quel allait être l'impact de cette installation. Aujourd'hui, ça permet de tempérer un peu les températures, ça permet de travailler un petit peu avant. D'ici à dire que c'est quelque chose qu'on amortit facilement, j'aurais dit difficilement, c'est assez difficile de le mesurer, quoi. Alors, produire des belles plantes, c'est bien. Tout le monde aime les belles plantes. C'est vrai qu'après, il faut trouver des consommateurs et il faut les vendre. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, face à l'économie qu'on connaît, évidemment, rien n'est simple. On a beau être un bon producteur, il faut aussi être un bon commerçant. Selon moi, et c'est ce qui est dit, je pense ici, par tout le monde, c'est qu'il faut arriver à conceptualiser un petit peu la vente. Si on veut rester dans le domaine de l'horticulture propre, en ayant toujours la volonté de vendre des plantes fleuries, des plantes qui soient belles pour le jardin, on a fait le choix avec mon collègue d'installer au fond de la pépinière un jardin de démonstration qui permet de mettre en situation les végétaux de manière à ce que les gens puissent un peu appréhender le développement des plantes et de la manière dont on peut les associer. C'est un exercice qu'on ne rencontre pas tous les jours, mais qui est très intéressant déjà pour moi-même, mais également pour faire la démonstration auprès du grand public. Alors vous parliez de jardin connecté, effectivement c'est un peu le cas, ça a été pensé pour, toutes les plantes en grande partie en tous les cas sont étiquetées et intègrent non pas encore un QR code parce que c'est vrai que les étiquettes à l'extérieur il faut pouvoir les graver, mais simplement un numéro, donc vous pouvez vous connecter sur le site internet, rentrer le numéro et puis avoir des informations derrière sur la plante. Donc tout ça est en cours de développement, le jardin n'est pas complètement fini, il y a un hectare aménagé, ça reste quand même assez important. Surtout on parlait de la production. Et vous avez pris une orientation quand même un peu délicate, puisque vous réhabilitez des espèces un petit peu aussi fruitières. Alors voilà, exactement. Dans le prolongement de cette activité, dans l'ADN de l'entreprise, et toujours dans les plantes acidophiles, il y avait une branche, donc petits fruits, et notamment la spécialité production de myrtilles. Alors, c'est vrai que les jeunes plants de myrtilles, on ne rencontre pas ça souvent en France, et c'était un domaine dans l'entreprise qui n'était pas exploité complètement. Et c'est vrai qu'avec les mutations de société qu'il y a, avec la volonté de produire soi-même, d'aller vers une agriculture un peu plus vivrière, produire chacun un peu dans son jardin, j'avais bien senti cet engouement et je voulais refaire un exercice. Je voulais un peu briser les paradigmes quelque part et faire la démonstration qu'on pouvait, dans le domaine horticole, créer un nouveau concept. De cette démarche, j'ai créé une marque parallèle qui s'appelle Happy Berry, les joyeuses baies en français, de manière à ce que les gens puissent s'identifier au travers d'une marque, à partir du moment où les gens peuvent se retrouver sous une forme de communauté, qui puissent ressentir des valeurs communes, qui puissent adhérer à un projet global. Je veux faire l'exercice de montrer que on n'est pas forcément obligé de se battre
sur un produit et un prix. Mais que l'exercice est de vendre aujourd'hui un produit parallèlement à un service et à un accompagnement. Donc Happy Berry, c'est un exercice de style, ça s'articule à la fois sur les technologies du web, des sciences et de l'horticulture et donc du terrain, quoi, quelque part. Alors, comment ça fonctionne? Si vous voulez, je suis parti d'un constat, c'était que 95% de mes nouveaux clients arrivaient par Internet. À partir de là, si vous voulez être percutant, si vous voulez percer à travers la toile, il faut avoir des sites dédiés avec des spécialités. Alors, vous savez certainement comment fonctionnent les moteurs de recherche. Il faut que vous ayez une sémantique qui soit très pointue. Et de cette manière, vous allez pouvoir remonter les pages et vous trouver dans les meilleures positions. Alors c'est un monde vraiment très très vaste, on ne pourra pas évoquer tout ici. Mais c'est surtout votre vision qui est intéressante, parce qu'il faut oser partir un peu sur un terrain vierge, et vous avez basé quand même votre stratégie commerciale sur la toile. Voilà, la base elle est sur la toile, mais elle s'articule aussi sur l'accompagnement technique. C'est quelque chose qui est très important. Les gens, ils ont besoin de transparence, ils ont besoin d'accompagnement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément comment s'y prendre dans un projet. Ils ont souvent des idées, mais ils ne savent pas comment mettre en œuvre les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me retrouve évidemment pépiniériste, mais encore plus, je me retrouve dans une situation où je suis un peu l'interface entre le producteur et puis d'autres intermédiaires. Pour illustrer les choses, dans cette démarche, notamment à Happy Berry, la volonté c'était un peu de mettre de la science au travers des plantes et de caractériser les productions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui veut produire de la myrtille pour faire de l'alimentation fonctionnelle, qui va chercher des variétés qui soient percutantes au niveau des valeurs antioxydantes, eh ben, on a fait la carte aujourd'hui des variétés avec les teneurs en antioxydants, en anthocyanes, en pro-anthocyanidine, etc., etc. Donc aujourd'hui, vous prenez dans un supermarché des myrtilles, vous me la donnez, je la passe en laboratoire avec la composition phytochimique de la baie, je peux vous retrouver à 80% la variété dont elle est issue. Ça permet d'avoir une traçabilité et ça permet aussi de savoir quels sont les potentiels aujourd'hui de cette baie. Il faut savoir qu'une myrtille, aujourd'hui, ça peut être très bien utilisé dans les nouvelles technologies pour faire des panneaux solaires. On va remplacer le silicium avec des anthocyanes. Et puis peut-être demain, par expansion, elles seront dans votre smartphone ou dans votre BlackBerry, sans faire de jeu de mots. Voilà. Donc les portes sont extrêmement larges à partir du moment où on veut bien un peu donner un peu de science, quoi. C'était bien le but de notre réflexion aujourd'hui, c'était de montrer qu'il y a une foule de possibilités, faut-il encore avoir osé, et je remercie le lycée d'être passé à terre d'innovation en créant un peu toute cette dynamique auprès des anciens élèves, et je souhaite la même chose à tous les élèves, c'est de trouver leur chemin et de pouvoir ainsi montrer aussi d'autres axes qui viennent compléter la demande du particulier en matière de jardin. Donc on va passer dans un autre monde, et puis vous êtes là cet après-midi, donc c'est vrai que là on bascule vers un autre univers à nouveau, avec beaucoup de courage, et je suppose que Tino, c'est son prénom, a développé tout un concept de légumes japonais, donc c'est tellement original. Et comme moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir découvert dans le monde asiatique énormément de cultures sur le légume, l'herbe, etc., je le remercie d'avoir implanté en France ce qui peut-être demain être une nouvelle forme de cuisine. Voilà. À vous, Gino. Bonjour, je m'appelle Rakesh Gino, je suis japonais. Je parle pas bien le français, donc je parle pas. Longtemps. On va t'aider, pas de problème. Moi, je fais des légumes japonais bio à Belgrade. Belgrade, c'est entre Nîmes et Arles. J'ai de l'eau en hectare. Comme légumes, komatsuna, wasabina, mizuna, shungik, c'est légumes japonais. Je vends des légumes à mon ami. Il
a une société Biogardin, il achète des légumes et après ils vendent ces légumes toute l'Europe. Et puis tu fais le marché à Arles tous les samedis matins. Moi, si c'est possible, je peux faire le marché tous les jours. Mais parce que il vaut mieux vendre sans grossiste. Je peux vendre mes légumes directement. On peut parler avec mes clients. Je peux savoir les gens français qui préparent les légumes japonais, qui préparent comment les légumes japonais. Des fois, il y a des clients qui préparent pour moi, comme le japonais, et des fois qui préparent originalité française. Donc, j'ai appris quelques recettes de français. Et après, je vais ces recettes, je vais apporter au Japon. En France, on mange komatsuna et wasabina, on mange comme ça. C'est différent de Japon. Oui, tu as adapté un peu au français, Ouais. un peu des légumes venant de là-bas. Et c'est vrai que, bon, il y a un site, sur un site internet, vous pourrez voir effectivement tout le détail un peu de sa production qui me fait saliver. Donc on est bien sur une autre thématique. Par contre, c'est vrai que tu te fais épauler par un site là qui commercialise un peu tes produits, en plus de la vente directe auprès de tes clients du marché, etc. Mais il faut être courageux. Et en fait, il est tombé amoureux un peu de la France parce que après être reparti au Japon, tu es revenu après avoir fait un stage en France. C'est ce qui t'a poussé à venir t'implanter et à développer un peu cette culture de légumes que je trouvais innovante et en même temps insoupçonnée à notre niveau, quoi. Donc c'est fabuleux de voir ce parcours pour montrer qu'effectivement, et au niveau clientèle, comment les gens t'abordent, au niveau, ils demandent forcément comment les préparer. Donc tu es obligé de faire pratiquement la recette de cuisine. Voilà. Donc les recettes de cuisine sont sur le site. Hein, aussi. Donc, mais c'est formidable de voir que le français est quand même en attente de nouveautés et d'innovation en matière de légumes. Mais c'est beaucoup aussi des légumes feuilles, je pense. Hein, tu travailles surtout tout ce qui concerne légumes feuilles. On ne va pas les citer parce qu'on ne va rien y comprendre, mais je vous invite quand même à aller parcourir un peu son site. Et comment tu juges le français sur ces idées nouvelles? Puisque tu es implanté depuis ça fait 2 ans, non? Ou 12 ans? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et comment tu vois l'avenir, alors, de ton entreprise? Comment tu envisages l'avenir? Tu penses que le marché est grandissant? Est-ce que le marché grossit, en fait? Il faut clientèle, puisqu'il faut en général 3 ans pour s'implanter, se faire connaître. Après, ça va mieux si on passe les 3 ans. Là, tu es dans la phase un peu de commencer à en vivre, ou pour l'instant, tu n'en vis pas vraiment. Est-ce que économiquement, tu t'en sors? Tu vis avec ta technique et ton innovation ou pas? Oui, non, d'un point de vue rentabilité. Est-ce que tu arrives à en vivre avec économiquement? Donc vous m'avez compris, hein, c'est de dire aujourd'hui, notre problème c'est de voir que quand on s'installe, c'est les 3 ou 4 premières années qui sont hyper difficiles, et après, une fois qu'on a un réseau clientèle, c'est vrai que c'est beaucoup plus évident. Donc je voulais simplement faire ce tour de table tel que vous l'avez projeté, hein, parce qu'il y a un autre tour de table
donc qui va nous succéder. Donc je vous invite à venir nous rencontrer cet après-midi, puisqu'il y aura des présentations plus en détail en fonction des thèmes que vous aurez choisis. Donc je vous renvoie un peu à cet après-midi pour poser des questions en aparté plus ou moins. Donc honneur au 12e groupe. Alors. Merci aux intervenants, on peut les applaudir.